Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Chapter Zero France pour l'invitation et merci à EDF pour héberger cet événement, cette intervention. Pour me présenter brièvement, donc, je m'appelle Maxence Cordier, je travaille actuellement chez Exana, qui est une start-up SME du CEA qui développe un concept de réacteur à neutrons rapide refroidi au sodium couplé à du stockage thermique, ce qui permet d'avoir un réacteur nucléaire qui produit en base, donc pas de modulation sur la partie nucléaire, mais qui peut délivrer l'énergie de manière flexible grâce au stockage intermédiaire entre le réacteur et ses applications. Auparavant, j'ai eu le plaisir de travailler pendant 8 ans pour le CEA, notamment avec Monica de Virgilis il y a quelques années. Et à côté de ça, je suis chercheur associé énergie-climat à l'Institut Montaigne, qui est un think tank de politique publique. J'ai des activités de vulgarisation sur les sujets énergie-climat depuis quelques années. Alors l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est de parler pendant 45 minutes à peu près de la transition énergétique, savoir un peu pourquoi est-ce qu'on le fait, quels sont les enjeux derrière, au-delà du seul climat d'ailleurs, et quels intérêts aussi on peut trouver à cette transition à un moment où elle est très décriée, notamment aux États-Unis, mais de plus en plus aussi dans certains pays européens. Donc dans un premier temps, je parlerai du rôle de l'énergie, dans un second temps de la double contrainte carbone, en gros pourquoi est-ce qu'on doit changer notre système énergétique. Je ferai un focus dans la troisième partie sur la crise de l'énergie qu'on a connue en 2021-2022 et quelques éléments sur la transition pour terminer. J'aimerais que vous plongiez dans le passé, que vous mesuriez à quel point nos modes de vie ont évolué, en particulier ces 2 derniers siècles. Il suffit de regarder les modes de vie de nos grands-parents par rapport à aujourd'hui. Nos grands-parents reprisés, les chaussettes, les vêtements, etc. Avaient un mode de vie beaucoup plus frugal qu'aujourd'hui. Il y a quelques siècles, en période pré-industrielle, si vous vouliez aller d'un point A à un point B, vous y alliez à pied, éventuellement à cheval. Il y avait des relais de poste pour changer de cheval, mais ça prenait du temps, ça coûtait cher, c'était aussi un peu dangereux, et la plupart des gens naissaient, vivaient, mouraient au même endroit. Le confort en intérieur était différent aussi, en période pré-industrielle. La température de confort en intérieur, l'hiver, c'est 13 degrés. 15 degrés dans les hôpitaux, parce que les gens fragiles, il faut chauffer un peu. Aujourd'hui, même 15 degrés, je ne suis pas sûr que beaucoup de monde se chauffe à cette température en estimant que c'est la température de confort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est une transition énergétique. L'énergie en physique, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. C'est-à-dire que dès que tout n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, dès qu'il se passe quelque chose, vous avez des transferts énergétiques. L'énergie, vous pouvez la trouver sous différentes formes. De l'énergie thermique, c'est de la chaleur, de l'énergie mécanique, c'est du mouvement, du potentiel de mouvement, de l'énergie chimique qui lie les atomes dans les molécules, de l'énergie nucléaire qui assure la cohésion du noyau des atomes et différentes formes d'énergie électromagnétique. Ce qui a limité le développement de l'humanité pendant l'essentiel de son histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique. Si vous voulez fabriquer une chaise en bois, vous allez dans une forêt, vous coupez un arbre, vous transportez l'arbre jusqu'à votre atelier, vous le débitez en planche et vous faites une chaise. Si vous coupez l'arbre avec une scie à 2 mains, avec 2 personnes, que vous transportez l'arbre avec un bœuf, que vous le débitez en planche à la main et que vous faites la chaise à la main, en fait il vous faudra probablement quelques semaines. Et donc cette chaise, vous y aurez passé tellement de temps qu'elle aura une valeur très élevée, vous la garderez toute votre vie, vous la transmettrez à vos descendants, autrement dit vous êtes pauvre. Maintenant, si vous coupez les arbres avec des bulldozers, que vous transportez les grumes avec un camion et que vous faites les chaises dans une usine alimentée à l'électricité, vous allez faire beaucoup de chaises dans une journée, autrement dit la valeur de la chaise a diminué, votre pouvoir d'achat a augmenté. Et pendant l'essentiel de notre histoire, l'accès à l'énergie mécanique était limité par ce qu'on pouvait faire avec les muscles humains et animaux. C'est pour ça que j'ai mis une photo de vacances pour représenter ça. Même si on a des bêtes par exemple pour cultiver les champs, un être humain seul ne peut pas contrôler une quinzaine de bœufs par exemple. Je ne sais pas combien d'animaux on peut contrôler pour cultiver un champ, je ne suis pas cultivateur, mais en tout cas c'est limité. Tournant des années 1000, on commence à développer de façon très significative des moulins à vent et à eau un peu partout en Europe. Ça permet de libérer des bras, de développer l'artisanat, de faire grossir les villes, un premier exode rural, amélioration des conditions de vie, mais ça restait malgré tout très limité. Vous produisez à peu près 100 fois plus d'énergie avec un moulin à vent ou à eau par heure qu'un être humain en une journée. Donc ça fait quand même un progrès très significatif. Et déjà à l'époque, on voyait que les moulins à vent étaient plutôt pour des applications agricoles, pas besoin de faire de la farine H24. Par contre, les moulins à eau, aussi un peu applications agricoles, mais des applications proto-industrielles. Et tout a changé au 19e siècle avec le développement de la machine à vapeur inventée au 18e. En fait, la révolution industrielle, avant le taylorisme, le fordisme, etc., c'est une question de physique.
C'est-à-dire qu'on a inventé une machine qui fondamentalement permet de convertir de l'énergie thermique abondante, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du bois, du charbon, plus tard du pétrole, en énergie mécanique qui jusque-là était limitée. Et ça nous a permis de commencer à transformer notre environnement, quand je dis notre environnement, ce sont des matières premières en fait, en biens et en services, à une échelle qui jusqu'à présent était complètement impossible. Et vous voyez le résultat sur ce graphique qui montre la consommation mondiale d'énergie depuis le 19e siècle. Vous voyez qu'au 19e, on utilisait un peu de biomasse pour faire la cuisine et se chauffer. Au 19e, on commence à utiliser du charbon dans des machines à vapeur, lubrifié au pétrole. Le pétrole n'est pas utilisé comme carburant au 19e siècle, juste un peu pour l'éclairage. On commence à utiliser significativement le pétrole à partir du début 20e, pendant les guerres mondiales, parce que le pétrole, c'est quand même beaucoup plus pratique pour la mobilité, et notamment les engins militaires. Par exemple, l'un des grands apports de Winston Churchill quand il était premier lord de l'amirauté pendant la Première Guerre mondiale, ça a été de convertir la Royal Navy du charbon au pétrole, parce que le pétrole est plus dense énergétiquement, il est liquide, ça permet de faire des navires plus légers, plus rapides, et donc d'avoir un avantage militaire. Et c'est ça aussi qui a donné cet élan à Winston Churchill pendant la Première Guerre mondiale. Vous voyez que tout le courant du 19e et du 20e, on augmente notre consommation de charbon, le pétrole vient s'additionner à la fin du 19e, le gaz, qu'on n'a pas découvert plus tardivement, mais qui est plus difficile à utiliser parce que le gaz est gazeux, n'est utilisé de façon significative qu'à partir des années 70, parce que en fait, transporter du charbon et du pétrole, c'est facile, en train, par tuyau pour le pétrole. Le gaz, c'est plus compliqué. Donc, en fait, on a commencé à utiliser significativement le gaz au moment du premier choc pétrolier, quand on s'est dit il va peut-être falloir économiser le pétrole. Il y a des applications pour lesquelles on pourrait utiliser le gaz. Et pour justifier les investissements colossaux qu'il fallait dans les infrastructures de transport de gaz, ce qu'on a fait, c'est qu'on a indexé les contrats long terme de gaz sur le pétrole de manière à ce que, par définition, dans ces contrats-là, le prix du gaz soit inférieur au prix du pétrole. Donc, comme ça, indépendamment des fluctuations du prix du pétrole, on savait que pour les applications pour lesquelles le gaz est facilement substituable au pétrole, on aurait toujours une incitation économique à privilégier le gaz. Le nucléaire se développe à la même époque aussi, à partir des années 70, et on l'a vu d'ailleurs en lien avec le choc pétrolier, particulièrement en France. Le plan Mesmer est lancé au lendemain du choc pétrolier. L'hydraulique se développe pendant tout le 19e, mais surtout tout le 20e siècle, et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt en Asie et en Amérique du Sud, avec des projets gigantesques. Et les nouvelles énergies renouvelables. Alors, mon graphique date un peu, mais qui arrive au début des années 2000. Aujourd'hui, 80% de l'énergie au niveau mondial est d'origine fossile, charbon, pétrole, pétrole en tête, charbon ensuite, gaz ensuite. Même en France, on parle beaucoup de nucléaire, 60% de l'énergie, ce sont des combustibles fossiles, 40% de carburant pétrolier, 20% de gaz. Le premier moyen de chauffage en France, même si on se chauffe un petit peu plus à l'électricité que d'autres, c'est le gaz. Alors ce système énergétique nous a été extrêmement favorable jusqu'à présent. C'est en premier ordre notre pouvoir d'achat, c'est l'essentiel de nos acquis économiques, un bon nombre d'acquis sociaux qui en découlent. Pourquoi vouloir le changer ? Il y a deux raisons. Il y en a une que je ne développerai pas parce que, Chapter 0 France, le climat, je pense que vous êtes calé dessus, donc vu que je n'ai pas un temps très important, je ne vais pas le développer, mais globalement, le premier problème, ce sont les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des combustibles fossiles. Le deuxième aspect sur lequel je vais passer plus de temps, je pourrais revenir sur le changement climatique si jamais il y a des questions, c'est l'épuisement des combustibles fossiles dont on parle beaucoup moins, mais qui est pourtant une réalité. Alors les combustibles fossiles, il y en a beaucoup sur Terre, mais l'épuisement, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique, futuriste et incertain. C'est quelque chose qu'on connaît et qu'on a déjà constaté. Je vous donne quelques exemples. Alors ici, vous voyez le Royaume-Uni, en orange, la production pétrolière britannique. Elle passe par un premier maximum dans les années 80, elle décline, le Royaume-Uni réinvestit, passe par un deuxième maximum dans les années 2000, et ensuite ça décline. Pour l'anecdote, ces courbes en dos de chameau, c'est souvent ce qu'on constate dans des pays relativement démocratiques et libéraux, parce que quand on voit que la production décline, on peut réinvestir pour refaire partir la production. Dans des pays plus sujets à la corruption, on peut avoir d'autres types de profils, notamment quand ça commence à décliner, des chutes très brutales, parce que ça commence à décliner, donc tout le monde essaie de se servir pour profiter de la fin de la manne pétrolière, et on a un effondrement. On constate dans certains pays d'Amérique du Sud ou en Syrie notamment.
La Norvège, même profil que le Royaume-Uni, avec le déclin au début des années 2000, en fait c'est le déclin de la mer du Nord, l'Algérie avec déclin au milieu des années 2000. En fait, le problème, c'est pas que les combustibles fossiles soient limités. Sur Terre, tout est limité. Le fer, le titane, l'uranium, le tungstène, le magnésium, le cobalt, les poissons, le bois, enfin tout est limité. Par contre, tout n'est pas limitant. Le fer, par exemple, c'est le quatrième élément, si je ne dis pas de bêtises, le plus abondant dans la couche terrestre. Notre activité économique ne sera jamais limitée par la disponibilité du fer. En fait, elle sera limitée très probablement par la disponibilité d'autres choses avant, et notamment l'énergie qui alimente l'ensemble des machines qui permettent de convertir toutes les matières premières en biens et en services. Et les combustibles fossiles qui alimentent 80% de l'énergie mondiale, pétrole en tête notamment, ont cette propriété. Et c'est l'autre composante de la double contrainte carbone. Si on veut extraire du pétrole, encore faut-il l'avoir découvert. Sur ce graphique, vous voyez les découvertes en gris de pétrole conventionnel. Alors, pétrole conventionnel, c'est du pétrole qui est piégé dans une roche suffisamment perméable pour qu'il puisse circuler dans la roche. Donc, quand vous forez, le pétrole remonte du fait de la pression interne du gisement. C'est l'essentiel du pétrole qui est extrait jusque dans les années 2000. Il y a des pétroles qu'on appelle non conventionnels, qui ne sont pas dans cette configuration. C'est typiquement les pétroles de réservoir compact américains, le pétrole de schiste. Là, la roche est insuffisamment perméable. Vous forez, il ne se passe rien. Si vous voulez récupérer le pétrole, il va falloir travailler un peu plus. Il faut fracturer la roche avec de l'eau sous pression, la maintenir ouverte avec du sable, fluidifier le pétrole avec des solvants, et là, vous pouvez le récupérer. Le problème, c'est que les puits s'épuisent beaucoup plus vite. Un puits de pétrole conventionnel, vous perdez entre 4 et 6% de production par an. Un puits de pétrole de schiste, vous passez par un maximum de production au bout d'un mois, vous perdez jusqu'à 70% de production au bout d'un an. Donc il faut forer en permanence. Et ce qui coûte cher dans le pétrole, c'est pas d'être assis à côté d'un puits qui produit, c'est de forer et de fracturer. Et donc c'est beaucoup plus intense en capital. Il y a des choses encore plus extrêmes, comme les sables bitumineux. Comme leur nom l'indique, c'est pas du pétrole, c'est du bitume. Et donc là, il faut imaginer quelque chose de solide. Donc c'est soit extrait dans des mines à ciel ouvert au Canada, soit dans des gisements souterrains. Vous séparez le bitume du sable et ensuite, soit vous mélangez le bitume à des coupes pétrolières très légères, donc typiquement des pétroles de réservoir compact américains, ou vous pouvez couper les chaînes carbonées pour faire des pétroles de synthèse plus liquides. Et en fait, ça revient à ce que faisaient les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands avaient besoin de carburant, ils n'avaient pas de carburant, ils avaient du charbon. Et donc, ils prenaient du charbon, ils cassaient les molécules pour en faire des molécules plus courtes, liquides ou gazeuses. Ça demande beaucoup d'énergie, ça émet beaucoup de CO2, mais ça fonctionne. Et pour donner un ordre d'idée, là où pour du pétrole de réservoir compact, il faut investir 1 baril pour en récupérer 30, dans les sables bitumineux, vous en investissez 1 pour en récupérer 4. Donc ça demande beaucoup plus d'énergie. Là, vous avez le conventionnel là-dessus et les extractions en rouge. Donc vous voyez qu'on passe par un maximum dans les années 60 et à partir des années 80, les extractions sont supérieures aux découvertes. Si vous gagnez 1000 euros par mois et que vous dépensez 2000 euros par mois, tant qu'il y a de l'argent sur le compte, ça passe. Mais à partir d'un moment, ça ne passe plus. Et de fait, c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. C'est-à-dire que la production de pétrole conventionnel n'a plus pu continuer à croître face à une demande qui, elle, était toujours croissante, portée par les pays émergents. Et donc ça a entraîné un choc pétrolier qui a permis d'aller chercher les pétroles de réservoir compact qui ont permis de remettre une pièce dans la machine, mais pour combien de temps? Sur ce graphique, alors j'y reviens juste après un petit point de vocabulaire. Il y a plusieurs unités dans l'industrie pétrolière, mais souvent on utilise des unités historiques, le baril, qui est l'unité de volume, qui représente à peu près 159 litres, et l'unité d'énergie associée, c'est le baril équivalent pétrole, c'est la quantité d'énergie qui est contenue dans un baril de pétrole. Retenez que le monde dans son ensemble consomme en pétrole et en gaz environ 58 milliards de barils équivalent pétrole tous les ans. Sur le graphique de gauche, donc un graphique de Rystad, c'est l'un des 3 gros cabinets de conseil de l'industrie pétrolière, on a les découvertes de pétrole et de gaz dans les années passées. 5 milliards en 2021, 12,5 en 2020, 16 en 2019, 10 en 2018, 12 en 2017, 8 en 2016 et même en 2015, quand on était encore dans la lancée
de découvertes assez fortes parce que, je vous disais, choc pétrolier dans la décennie 2000, prix du pétrole à plus de $100 entre 2008 et 2014, donc des investissements massifs. La compagnie générale de géophysique, qui maintenant s'appelle Viridien, avait une action à quelques centaines d'euros à l'époque. C'est un peu la folie dans l'exploration-production. Même dans la continuité de cette période-là, 20 milliards de barils, on découvre à peu près un tiers de ce qu'on consomme. Donc on voit que de toute façon, il y a un problème quand même structurel sur les approvisionnements futurs en combustibles fossiles. On a donc un double problème. Le premier, c'est le problème du réchauffement climatique, qui est une menace grave pour une large partie de l'humanité à moyen terme. Et un autre problème qui est l'épuisement des combustibles fossiles sur lesquels reposent largement nos modes de vie. Les transports et globalement toute la mondialisation qui donne accès aux biens, aux services qu'aujourd'hui on, et quand je dis on, c'est la population dans son ensemble, considère comme acquis. Et ça nous amène, ces deux critères, au besoin de se sevrer des hydrocarbures fossiles, sachant qu'une sortie planifiée, c'est pas du tout la même chose qu'une pénurie. Une sortie planifiée, par exemple, vous dites, je dis une bêtise, demain on n'a plus le droit de vendre de véhicules qui consomment plus de X litres au 100 en France ou en Europe, ou chose qui avait été véritablement mise en place en Europe, en 2035 on n'a plus le droit de vendre de véhicules thermiques neufs. Ce serait aussi dire, ce qui a été fait en France, on n'a plus le droit de vendre de chaudières à fioul. Ça pourrait être, on n'a plus le droit de vendre de chaudières à gaz. Une pénurie, vous attendez de voir ce qui se passe et à un moment, l'offre de pétrole ou de gaz n'est plus suffisante pour répondre à la demande. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de coupure, en fait, il y a le marché qui est là pour arbitrer la rareté, donc le prix augmente. Ça permet d'aller chercher des nouvelles ressources, mais ça détruit aussi la demande. Donc, des activités, déjà les gens qui ont un faible salaire et qui doivent prendre la voiture pour aller au boulot ne peuvent plus prendre la voiture, donc vous les retrouvez sur les ronds-points. Ensuite, les activités économiques qui sont moyennement rentables avec une énergie pas chère deviennent non rentables, donc réduisent leur production et mettent la clé sous la porte. Vu qu'elles réduisent leur production, elles font une économie d'énergie. Et vu qu'elles mettent la clé sous la porte, elles licencient leurs salariés qui n'ont plus de salaire, donc qui ne consomment plus, donc ça fait une autre économie d'énergie. Pas forcément socialement viable, mais de fait c'est ce qui se passe. Et on le verra, c'est ce qui s'est passé en 2021-2022 avec la crise du gaz. Quand je dis une activité économique moyennement rentable quand l'énergie coûte pas cher, c'est pas forcément une activité économique qui rend peu de services à la société. Je vais prendre deux exemples. D'une part l'industrie du luxe, d'autre part les transports en commun. L'industrie du luxe, vous avez des marges de plus de 100%. Si le prix du baril augmente, ça réduira peut-être un peu les marges, mais globalement ça ne change pas fondamentalement l'équilibre économique. Maintenant, une régie de transport en commun, qui est à la limite de la rentabilité, souvent un peu en dessous, est très exposée au prix des énergies, parce que un car, ça consomme beaucoup d'énergie, un train aussi. Si le prix de l'énergie augmente, ils sont en première ligne. Et en 2021, 2022, enfin en tout cas en 2021-2022, la régie de transport madrilène, par exemple, a annoncé réduire sa desserte à Madrid de transport en commun, parce qu'ils n'arrivaient plus à payer la facture énergétique. Donc vous pouvez tomber dans cette situation où l'énergie augmente, donc des compagnies qui permettent d'optimiser la consommation d'énergie par les transports n'arrivent plus à payer leurs factures, donc ils réduisent leur dessert, donc les gens sont obligés de prendre plus la voiture, donc vous aggravez le problème. Donc là, on voit vraiment la différence entre une pénurie, où vous pouvez perdre en premier les services les plus importants, donc ça peut aller très vite, et le sevrage, où là vous réfléchissez, en tant que société, vous dites, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui l'est moins, sur quoi je peux tailler dans ce qui est moins pour préserver et nous organiser différemment pour préserver le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions ce qui nous semble vraiment important. La grande différence également entre le réchauffement climatique et l'épuisement des combustibles fossiles, c'est que sur l'épuisement des combustibles fossiles, il y a un intérêt à agir même si on est les seuls à agir. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, globalement, c'est un jeu collectif, c'est-à-dire que si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut que tout le monde réduise ses émissions de gaz à effet de serre. L'épuisement des combustibles fossiles et tous les jeux géopolitiques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure qui tournent autour, même si on est les seuls à jouer, on peut gagner des avantages. C'est-à-dire que si la France réussit à réduire sa consommation de combustibles fossiles, ça veut dire qu'on gardera davantage de services associés face au prochain choc. C'est-à-dire que si les gens ne se chauffent pas au fioul et peu au gaz, qui se déplacent dans des véhicules qui consomment peu de pétrole, voire pas de pétrole, si un choc pétrolier, ils garderont davantage de services de mobilité, de chauffage, etc. Donc plus de stabilité sociale et politique. Ensuite, on peut même aller plus loin. On peut gagner des avantages économiques.
Prenons l'exemple de l'industrie automobile pendant le premier choc pétrolier. Aux États-Unis, en 1973, les États-Unis étaient le premier pays producteur de pétrole. Ils avaient plein de pétrole, donc l'industrie automobile ne faisait pas forcément l'effort de faire des petits véhicules qui consommaient peu. De fait, c'était plutôt l'inverse, c'était des gros véhicules qui consommaient énormément. Quand le pétrole a commencé à coûter cher, l'industrie automobile européenne, qui faisait déjà des plus petits véhicules, parce que déjà à l'époque on n'avait pas de pétrole, a gagné des parts de marché sur les Américains, et on les a gardés. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est pas d'essayer de profiter jusqu'à la dernière minute du crépuscule des marchés d'hier avant de perdre complètement ce marché. C'est de se positionner en avance de phase sur les marchés de demain pour récupérer ces marchés. Et typiquement, c'est ce que fait la Chine. La Chine ne se positionne pas sur les chaudières à fioul, les chaudières à gaz et les véhicules thermiques. Il se positionne sur le véhicule électrique, les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries, le nucléaire, etc. Et on a pris un retard qui est très probablement irrattrapable dans le solaire PV. On est en train de prendre du retard dans d'autres domaines. Il ne faut absolument pas se laisser distancer là-dessus. C'est-à-dire que la fin du véhicule thermique en Europe, c'est extrêmement difficile. Et pas tant pour les constructeurs d'ailleurs que pour les équipementiers. Un Stellantis, un Renault, etc., qui fassent un véhicule thermique ou électrique, alors un peu de moins de marge sur le véhicule électrique, mais globalement ça reste un véhicule. Par contre, vous faites des pots catalytiques, évidemment, là c'est plus dur pour vous. Donc c'est plus pour les équipementiers que c'est difficile. Par contre, l'enjeu, c'est vraiment celui de la survie d'une industrie. C'est-à-dire que oui, c'est très difficile, mais dans tous les cas, cette transition-là va devoir arriver. La question, c'est est-ce qu'on l'a fait suffisamment tôt pour rester dans la danse et garder une compétitivité technologique et industrielle vis-à-vis de la Chine, ou est-ce qu'on prend le retard pour profiter de notre position qui est effectivement très favorable sur les véhicules thermiques aujourd'hui et se laisser distancer par la Chine? Donc quand la partie sera vraiment finie pour le thermique, ce sera fini pour l'automobile européenne. C'est vraiment ça la question. La crise de l'énergie en 2021-2022. Donc, à l'origine, c'est une crise du gaz. Sur ce graphique, vous voyez la production, donc les extractions gazières européennes. J'ai mis la Norvège dedans, sinon ce serait beaucoup plus bas, en orange, et la demande en bleu. La demande diminue début des années 2000 parce qu'il y a la crise financière. Et aussi, je vous le disais tout à l'heure, les contrats long terme indexés sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole coûte cher, donc le gaz coûte cher. Ces deux raisons-là font que la consommation de gaz diminue. Et elle réaugmente ensuite parce qu'en 2014, le prix du pétrole diminue, donc le prix du gaz diminue. Et aussi, pendant que le prix du baril était haut, et ce sera important pour la suite, l'Europe s'est dit, en fait, il y a un marché du gaz qui est bien alimenté, avec le gaz de schiste américain, et le prix du baril est élevé, donc on va changer les indexations des contrats long terme de gaz pour les indexer sur le spot de gaz, donc sur le prix du gaz. Ça permettra d'avoir du gaz pas cher. Ça nous a effectivement été très favorable pendant la décennie 2010, beaucoup moins pendant la crise, on le verra ensuite. Évidemment, ce qu'on n'extrait pas, il faut l'importer. Et on voit que les extractions déclinent avec un déclin qui s'accélère depuis 2017 et le début du déclin des extractions norvégiennes. Alors là, les Norvégiens ont réinvesti, donc ils devraient être capables de stabiliser leurs extractions jusqu'en fin de décennie, mais de toute façon, in fine, ils ne feront pas de miracle et le déclin repartira ensuite. Il y a deux moyens de transporter du gaz, le gazoduc. L'essentiel du gaz est transporté par gazoduc. Ça permet de transporter du gaz sur quelques centaines à quelques milliers de kilomètres. Et depuis 20-25 ans, il y a un autre moyen de transport qui s'est beaucoup développé, c'est le GNL, le gaz naturel liquéfié. Vous mettez à peu près 1 TWh de gaz dans un navire, c'est-à-dire que vous le cryogénisez à une température inférieure à 161 degrés, la température de liquéfaction du gaz. Donc ça demande de l'énergie pour le refroidir, vous le transportez et ensuite vous le réchauffez, généralement en brûlant du gaz, pour le réinjecter dans le réseau gazier. Sur le graphique de gauche, vous voyez entre 2016 et 2019 les approvisionnements gaziers européens. Donc à un peu plus de 40% la Russie, en augmentation parce que la Russie a des réserves gazières gigantesques. En deuxième, la Norvège, en déclin tranquille parce que les extractions gazières norvégiennes déclinent. Et du GNL qui augmente, mais qui augmente pas tant que ça parce que en fait, le GNL était, pendant la décennie 2010, beaucoup trusté par l'Asie. Parce que l'Asie a gardé les contrats indexés sur le pétrole. Donc dans la décennie 2010, la Chine et le Japon se sont dit qu'ils préféraient payer le gaz un peu plus cher mais avoir les contrats, plutôt que l'Europe qui a décidé d'avoir du gaz moins cher mais n'a pas eu des contrats de GNL. Et ça, pendant la crise de l'énergie, quand on a dû commencer à importer beaucoup de gaz, de GNL, dans un premier temps, le gaz russe et américain, c'est pas les Russes et les Américains qui nous l'ont vendu, c'est beaucoup la Chine
qui en 2021 était en politique zéro Covid, donc avec une économie un peu flagada, qui avait quand même des réserves en centrale à charbon et qui s'est dit finalement les Européens sont prêts à payer le gaz tellement cher que je vais leur revendre le gaz que j'ai acheté bon marché et puis je vais me débrouiller en interne. Tout ça pour dire qu'il faut aussi dans les contrats penser un peu le long terme. Et donc là on voit ce qui s'est passé à partir de 2019, donc déclin du gaz russe, on verra pourquoi ensuite, et augmentation du GNL. Il ne faut pas imaginer que le GNL, ça a été, on a trouvé du GNL qui a paru au milieu de nulle part comme ça, sans affecter le reste du monde. Nous, on a vécu une crise de l'énergie, d'autres pays l'ont vécu d'une manière très différente. Le Pakistan, si on a eu du gaz, c'est parce que d'autres ne l'ont pas eu. Et typiquement, le Pakistan, eux, ils ont vécu la crise comme une rupture du gaz. C'est-à-dire que quand vous faites des enchères, à un moment, il y a celui qui repart avec la marchandise aux enchères, et puis celui qui repart les mains dans les poches. Et le Pakistan est reparti sans gaz. Et donc, au lendemain de la crise gazière, ça a conduit le gouvernement pakistanais à dire qu'ils arrêtaient les investissements dans le gaz, qui devenaient trop dangereux du fait de la demande européenne, pour se concentrer sur le charbon. Donc, il faut voir aussi que ça a des conséquences dans le reste du monde. Alors, comment la Russie a-t-elle instrumentalisé le levier du gaz ? Ici, vous avez les importations de gaz en Europe depuis la Russie par gazoduc entre 2019 et 2022. En bleu, vous avez le gazoduc Nord Stream qui part de Russie et qui arrive en Allemagne. En vert, vous avez les deux gazoducs ukrainiens, Brotherhood et Soyuz. En rouge, vous avez le gazoduc Yamal qui passe par la Biélorussie. Et en orange, le Turk Stream qui passe par la Turquie. 2020, début 2020, il y a la crise Covid, on consomme moins de gaz, la Russie nous en moins, jusque-là, pas de problème. Le temps passe, 2021, l'économie repart, et là, l'Europe va importer davantage de gaz. Et la Russie botte en touche. Alors ils avaient tout un tas d'arguments pour dire qu'ils n'arrivaient pas à vendre davantage de gaz, ils devaient remplir leur stock, ils n'y arrivaient pas, bien. En septembre 2021, ils font même du chantage à Nord Stream 2, un gazoduc qui a été construit en doublant Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, mais qui n'a jamais été mis en service. Et donc la Russie, en septembre, dit on vous vendra davantage de gaz si vous mettez en service Nord Stream 2. Ce que vous ne voyez pas sur ce graphique, c'est que certains pays européens, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, République tchèque, pour ne pas les nommer, se sont dit que ce serait bien de sous-traiter la gestion de leurs stocks nationaux de gaz à Gazprom, l'opérateur national gazier russe. C'est-à-dire que la plupart des pays européens ont des stocks nationaux de gaz. En France, c'est Storengy, filiale d'Engie qui gère ça, et Teréga dans le sud de la France. Ces pays-là se sont dit, ces stocks sur notre territoire, on les fait gérer par Gazprom. À l'été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks. Évidemment, les stocks, vous les remplissez l'été, quand vous consommez peu de gaz, pour avoir accès à beaucoup de gaz l'hiver, quand vous en avez besoin pour vous chauffer. Donc on voit qu'à l'été 2021, Gazprom préparait déjà une crise du gaz en Europe. Pour rappel, l'invasion de l'Ukraine, c'est février 2022. On continue de dérouler le temps. Fin 2021, vous voyez que la Russie réduit ses livraisons de gaz à l'Europe, via Yamal notamment, et via les gazoducs ukrainiens. Ça crée une première crise du gaz. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le nucléaire revient en odeur de sainteté en Europe, qu'on commence à voir que, même en France, que les choses bougent. Et qu'est-ce qu'on voit en février 2022 ? Les importations de gaz réaugmentent. En fait, c'est la Russie qui, au moment où elle attaque l'Ukraine, rouvre les robinets. C'est un moyen de dire à l'Europe, vous voyez qui est-ce qui tient le robinet de gaz. Si vous ne mêlez pas de ce qui se passe en Ukraine, vous aurez accès à du gaz. Par contre, si vous en mêlez, on peut vous couper le gaz. De fait, on s'en est mêlé. Et de fait, l'approvisionnement gazier a été en bonne partie coupé. Aujourd'hui, il a été divisé par entre 4 et 8 par rapport à ce qu'on importait auparavant. Alors, il y a un certain nombre d'États européens, voire de politiques européens, voire de politiques français d'ailleurs, qui se disent ce serait peut-être bien de réimporter du gaz pour amadouer Vladimir Poutine, en oubliant que ce n'est pas nous qui avons arrêté d'importer du gaz russe, c'est la Russie qui a arrêté d'en livrer à l'Europe. Il faut voir que bien avant la guerre en Ukraine, la Russie a travaillé à réduire sa dépendance à l'Europe. Et notamment en ayant une politique très très volontariste vers la Chine. Ça a été le développement des gisements de Sibérie orientale pour servir la Chine, avec le gazoduc Force de Sibérie que vous voyez en orange, et le projet Force de Sibérie 2, qui est entouré ici, en pointillé gris, à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors, j'imagine que, notamment EDF avec le programme EPR en a bien conscience, vous ne signez pas un contrat à plusieurs dizaines de milliards
sans avoir de client et sans que le client ait signé avec son sang les conditions dans lesquelles vous allez vendre votre énergie. Alors pour ça que le programme n'a pas encore été lancé, c'est parce qu'il y a quand même un cadre derrière. Ce projet de gazoduc est tellement stratégique pour la Russie. Alors évidemment, la Chine n'a pas intérêt à signer parce qu'ils savent que la Russie est pieds et poings liés. Donc la Chine leur dit oui, peut-être qu'on achètera du gaz, mais à un prix préférentiel, sans engagement de sous-tirage, etc. Donc il n'y a rien qui a été signé. Et aujourd'hui, la Russie a commencé les travaux sans aucune garantie ni de sous-tirage, ni des conditions de sous-tirage. Ça montre quand même à quel point ce projet extrêmement coûteux et stratégique pour la Russie. Donc, et ce projet pourra rediriger jusqu'à un tiers du gaz qui était vendu avant la crise à l'Union européenne vers la Chine. Parce qu'évidemment, oui, le gaz que la Russie ne vend pas à l'Union européenne, pour l'essentiel, elle ne peut pas le vendre à d'autres pays parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Autant le pétrole, c'est bien mondialisé, vous pouvez le transporter relativement facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis des sanctions sur le pétrole, c'est parce que le pétrole qu'on importait de Russie et qu'on n'importe plus de Russie, la Russie le vend à d'autres pays, l'Inde par exemple, qui en achète moins à d'autres pays, je ne sais pas, des pays du Moyen-Orient par exemple, qui peut en vendre davantage à l'Union européenne. Vous avez même des pays comme l'Arabie Saoudite qui se sont professionnalisés dans la valorisation de sanctions, on va dire, c'est-à-dire qu'ils produisent du pétrole mais ils en consomment beaucoup aussi. Et vu que l'Europe ne veut pas acheter de pétrole russe, les Saoudiens ont commencé à importer du pétrole russe pour consommer en Arabie Saoudite, ce qui fait plus de pétrole saoudien à exporter à l'Europe. Donc le pétrole, globalement, on a mis des sanctions parce que ça affectait pas grand monde. Bon, la Russie le vend un peu moins cher, mais voilà. Par contre, le gaz, il n'y a pas les infrastructures, donc ça coûte à la Russie. Et ça nous a posé des difficultés. Quelles ont été les conséquences de cette crise? Envol du prix du gaz, 20-30 € le mégawattheure avant la crise, plus de 300 au pire de la crise. Donc ça entraîne des faillites, de la précarité énergétique. Alors on a été relativement préservé en France parce que le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire extrêmement poussé. Mais à quel prix? Plus d'une centaine de milliards d'euros pour les finances publiques. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on compte chaque euro dans des dépenses. Ce que je trouve un peu triste d'ailleurs personnellement, c'est que déjà avant la crise, on disait qu'on ne pouvait pas investir parce qu'il n'y avait pas d'argent. Par contre, on a trouvé ces centaines de milliards d'euros pour faire des aides indiscriminées, notamment des ristournes à la pompe ou des trucs complètement ubuesques qui servaient des clients, des citoyens qui n'en avaient pas tous besoin. Et ça, c'était de l'argent. 18 milliards d'EBITDA EDF avec le bouclier tarifaire. Voilà. On est au courant. Et ça, c'était à fond perdu. Si on investit, en fait, mieux vaudrait investir cet argent-là dans des infrastructures qui permettent de se sevrer des combustibles fossiles, plutôt qu'attendre à chaque crise de perdre une partie de notre industrie, de s'endetter pour se retrouver après la crise à dire on a une situation encore pire, on peut encore moins investir. En fait, là, on est en train de s'appauvrir sans remplacer les services rendus par les combustibles fossiles. Évidemment, ça a été aussi une inflation, et truc ironique, et ça c'est hyper important, les matériaux, globalement, tous les matériaux sont extraits, transformés, transportés, etc., surtout transformés avec des énergies fossiles. Donc si l'énergie fossile coûte plus cher, tous les matériaux coûtent plus cher. Des matériaux d'isolation, des batteries, des éoliennes, tout ce que vous voulez, ça coûte plus cher. Ce qui veut dire que quand l'énergie fossile coûte cher, vous avez évidemment une incitation accrue à décarboner, mais ce n'est pas le moment où il faut investir comme des malades pour décarboner, parce que c'est le moment où tout coûte cher. Donc à un budget donné, c'est le moment où vous pourrez investir dans le moins d'infrastructures, parce que tout coûtera plus cher. En plus du fait que vous aurez besoin de plus d'argent pour acheter les combustibles fossiles. Donc tout l'enjeu pour les pouvoirs publics, ça devrait être d'investir en déphasage, c'est-à-dire quand les combustibles fossiles coûtent pas cher et qu'on a une incitation à les utiliser, c'est au contraire là qu'il faut investir massivement dans la décarbonation, parce que c'est là qu'on aura les centrales nucléaires qui coûtent le moins cher, les matériaux d'isolation qui coûtent le moins cher, les éoliennes qui coûtent le moins cher, les batteries qui coûtent le moins cher, etc. etc. Ça, c'est hyper important. Et donc, il faut avoir cette vision stratégique, à la fois dans les entreprises et au niveau des pouvoirs publics. Oui, quand même, pour montrer aussi un peu ce que ça coûte, les importations de combustibles, donc la France est déficitaire. En 2024, notre déficit budgétaire notre déficit commercial était de 80 milliards d'euros. Une grosse part de ça, ce sont les importations de combustibles fossiles. Pardon. De combustibles fossiles, qui ont même dépassé plus de 120 milliards d'euros en 2022. Donc, c'est une hémorragie
littéralement d'argent. Donc tout ce qu'on peut faire pour se sevrer des combustibles fossiles, au-delà de l'enjeu climatique qui devrait se suffire à lui-même, mais au-delà de ça, c'est dans l'intérêt direct de la France. C'est-à-dire que plus on arrivera à se sevrer des combustibles fossiles, plus ça sera de l'argent qui pourra rester en France pour financer des activités françaises. Il n'y a que sur l'électricité où on est exportateur pour environ 5 milliards d'euros. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant qu'on a compris qu'il faut sortir des combustibles fossiles, il y a deux moyens de comptabiliser. Soit on regarde les combustibles fossiles, soit les émissions de gaz à effet de serre, ça revient à peu près au même. On peut comptabiliser soit l'inventaire national, c'est-à-dire les gaz à effet de serre émis sur le territoire national. Donc là, on compte les exportations, par exemple les Airbus qu'on va aller vendre à droite à gauche. C'est pas forcément le plus pertinent parce que on va compter des trucs qui nous servent pas, mais par contre, on va exclure tout un tas de services et de biens qui nous servent. C'est-à-dire que, par exemple, l'ordinateur là, qui sert à projeter, etc., pendant toute sa durée de vie, il va être utilisé par EDF et pas par, je sais pas moi, la Chine où il a été fabriqué. Donc, à la fois, ce sont des émissions qui sont imputables à la France, mais aussi, c'est une dépendance énergétique qui est imputable à la France. C'est-à-dire que tout ce qui est produit, même si c'est produit à l'étranger, si ça dépend de combustibles fossiles, si ces combustibles fossiles augmentent, ce sont des produits qui coûteront aussi plus cher. Donc, c'est quand même une fragilité. Donc il importe de regarder ça. Et donc si on s'intéresse à l'empreinte carbone, qui représente les gaz à effet de serre émis dans le monde pour servir la consommation française, on voit que la moitié, ce sont des émissions associées aux importations. Ces émissions associées aux importations, il y a deux moyens de les réduire. La première, ça va être de relocaliser de la production pour bénéficier d'électricité bas carbone. Et donc ça, évidemment, il ne suffit pas de le dire, ça nécessite d'avoir une politique industrielle qui soit à minima à la hauteur de ce qui se fait aux États-Unis et en Chine. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes outils, d'ailleurs les outils utilisés aux États-Unis et en Chine ne sont pas les mêmes, mais par contre, ça ne peut pas être juste des invocations. Quand on voit la Bipartisan Infrastructure Law sous Biden, l'Inflation Reduction Act, Inflation Reduction Act, officiellement 300 milliards selon la police et 1200 selon les manifestants, 300 milliards selon le gouvernement Biden, 1200 selon Goldman Sachs, ce sont des montants colossaux. Bon, la Chine a des leviers complètement différents, mais ça veut dire que dans un monde qui de toute façon ne respecte pas les règles de l'OMC, à un moment, si on veut se faire une place, il va falloir se la faire. Les autres ne vont pas nous la faire. Et quand on parle de réindustrialiser, c'est évidemment sur des activités qui sont pérennes eu égard aux enjeux dont on a parlé vis-à-vis des combustibles fossiles. L'autre aspect, ça va être de faire changer les modes de consommation. Alors ça, c'est extrêmement difficile. Pour faire durer davantage les produits, donc ça joue sur les cycles d'innovation notamment, à s'assurer que les biens soient réparables, puissent être mis à jour. Ça veut dire aussi être capable d'envisager des innovations, des mises à jour à l'échelle des composants plutôt qu'à l'échelle complètement des produits. Et ça a des impacts à la fois pour les pouvoirs publics qui doivent faire passer des législations relativement intelligentes vis-à-vis de ça, des industriels qui doivent repenser aussi leur approche de l'innovation et la façon dont ils vendent leurs produits, et du consommateur. Je vais prendre un exemple. En fait, tout n'est pas que de l'innovation technologique. Si on prend l'exemple du verre, de l'industrie verrière, il y a différents niveaux de qualité pour du verre, parce que vous n'avez évidemment pas besoin du même niveau de qualité pour un pare-brise et puis un gobelet que vous allez utiliser dans une cantine. Sauf que, vu que le Nec Plus Ultra, c'est du verre pare-brise parfaitement incolore, sans bulle, sans défaut, on a tendance à essayer de s'approcher de ce niveau de qualité pour un peu tous les usages en l'utilisant comme argument marketing. Vous n'en avez pas besoin, mais je suis capable d'atteindre ce niveau de qualité. Sauf que si vous voulez atteindre ce niveau de qualité, parfaitement incolore, donc zéro recyclage, zéro bulle, donc il faut chauffer extrêmement fort pour pouvoir chasser toutes les bulles, donc consommation d'énergie énorme. Alors que si vous regardez, je ne sais pas si vous avez des vieux bocaux de conserve qui ont quelques dizaines d'années, déjà il y avait des bulles dans le verre, et puis le verre était vert, parce qu'il y avait des métaux dans le verre. On s'en fout, c'est pour des bocaux, pour un bocal de conserve, ça va très bien. Et donc là, il y a aussi un discours à construire en rapprochant les équipes techniques des équipes marketing pour dire, bon, on va peut-être arrêter de vendre un niveau de qualité dont le client n'a pas besoin, pour lui proposer un niveau de qualité à son juste besoin,
contre aussi des garanties en termes d'impact environnementaux, de consommation de matière, de consommation d'énergie, que lui-même pourra valoriser soit auprès de ses propres clients si c'est une entreprise, ou si c'est un particulier, s'il a envie de faire ces efforts-là. Et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir et devoir valoriser. Toutes les innovations ne sont pas forcément technologiques. Évidemment, il va falloir développer des nouveaux procédés pour décarboner des fours à verre. Mais même avec les industries existantes, on peut avoir du verre recyclé tout moche avec des bulles et coloré pour faire tout un tas de trucs. Donc ce sont aussi des nouvelles approches à avoir. Sur les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français, donc premier pôle d'émissions sur les transports, je m'apesante un petit peu, j'y reviens ensuite. Ensuite, le résidentiel tertiaire, le chauffage des bâtiments. Alors certes, en France, on est un peu plus chauffé à l'électricité que dans d'autres pays, mais le premier moyen de chauffage, ça reste encore le gaz. Puis il y a encore 2,5 millions de logements chauffés au fioul. Jusqu'en 2018, on a même subventionné l'installation de chaudières à fioul au titre du crédit d'impôt de transition énergétique. Et d'ailleurs, soit dit en passant, là on voit un manque de vision de la part de l'État qui conduit à une défiance du public. Et ça, c'est à tout prix à éviter. C'est-à-dire que si vous financez des infrastructures chez les gens, alors évidemment, c'est plus facile, une personne a une chaudière à fioul qui tombe en panne, elle veut la remplacer par une chaudière à fioul, vous lui permettez de faire ça, la personne est contente parce que l'effort intellectuel est le moindre. Mais le problème, c'est que vous revenez la voir 5 ans plus tard en lui disant ta chaudière à fioul qu'on t'a aidé à financer, finalement, elle est pas bonne, il va falloir la changer. La personne est énervée, c'est normal. Et donc, vu que les gens ne peuvent pas être des experts dans l'énergie, parce que chacun son domaine, moi je connais rien au droit par exemple, à la médecine, etc. Donc je suis bien content qu'il y ait des gens qui aient ces compétences-là pour moi. C'est le rôle de l'État d'avoir cette vision-là pour éviter aux gens de s'équiper avec des trucs qui vont leur péter entre les doigts. Enfin, de la vulgarisation. Donc là, en fait, dans tout ce qui est énergie, il faut vraiment avoir une vision de long terme. Donc ensuite, après, résidentiel tertiaire, c'est l'agriculture, mais l'agriculture, c'est pas trop un problème d'énergie, c'est plutôt le méthane émis par les ruminants et les engrais. Puis bon, ensuite, industrie manufacturière, construction, industrie de l'énergie, oui, parce que le graphique date encore un peu, c'est 2017, mais il reste des centrales à gaz en France. Alors, je vais juste détailler le secteur des transports, je ne détaillerai pas tous les secteurs, juste pour voir un peu le type d'approche qu'il faut avoir quand on réfléchit à la décarbonation de ça. Alors bon, déjà quand on décompose, on voit que la moitié des émissions du secteur des transports, c'est la voiture. Donc on ne peut pas parler de décarbonation du secteur des transports sans s'intéresser à la voiture. Même si sur ce graphique, l'aérien est sous-dimensionné, parce que par convention internationale, on considère que les trajets domestiques. Donc les Paris-Lyon en avion, c'est quand même pas la majorité à Marseille, c'est pas la majorité du trafic aérien en France. Donc il faudrait multiplier de mémoire par 4 pour avoir l'impact du secteur aérien total. Mais globalement, ce qui est en tête, c'est la voiture. Si on veut décarboner la voiture, est-ce que le véhicule électrique est ou non une solution ? Sur ce graphique, on voit plein de choses. Alors, la barre complètement à gauche, c'est une voiture thermique. Je ne sais plus laquelle, ça doit être précisé quelque part, mais peu importe. Juste à côté, c'est une Toyota Prius, donc une hybride non chargeable. Et à droite de la barre, ce sont des véhicules électriques utilisés dans différents pays. Moyenne européenne, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni, États-Unis. En bleu foncé, c'est tout ce qui fait de voiture, portière, pare-brise, etc. En orange, c'est ce qu'on appelle cycle du combustible. Pour les voitures pétrole, c'est le raffinage du pétrole. Pour l'électricité, c'est la fabrication de l'électricité. En gris, c'est la combustion du pétrole dans la voiture. Et en bleu clair, c'est la fabrication de la batterie. Parce que fabriquer une batterie, ça demande beaucoup d'énergie, ça met des gaz à effet de serre. On voit plusieurs choses. Déjà, une voiture électrique, à condition qu'elle soit suffisamment utilisée, évidemment, 150 000 km dans cette étude, émet moins de gaz à effet de serre, même dans un pays à l'électricité toute crade comme l'Allemagne, qu'un véhicule thermique. Donc le véhicule électrique, globalement, est bon pour ça. On voit aussi qu'un véhicule électrique, c'est pas zéro carbone comme on entend parfois. Ça émet des gaz à effet de serre. Et si on veut atteindre la neutralité carbone, passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique type Allemagne, type véhicule utilisé en Allemagne, c'est pas suffisant. Donc il va falloir travailler davantage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions ? Déjà, la batterie, la part bleue, si vous la fabriquez dans un pays où l'électricité est bas carbone,
France, Suisse, Suède, Norvège, évidemment, vous réduisez fortement cette empreinte carbone. Vous avez tout intérêt à faire les batteries dans des pays où l'électricité est peu carbonée. Si vous décarbonez la production électrique, vous tombez dans la situation de la France, donc c'est le deuxième barre après la barre, là, ou la Norvège, qui n'a même pas d'orange, parce que l'électricité est très décarbonée. Si vous faites des véhicules plus petits, vous réduisez l'air en bleu clair et l'air en bleu foncé. Donc en fait, il va falloir jouer sur tous ces leviers. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vision manichéenne. Souvent, on a tendance à opposer d'un côté les technosolutionnistes, c'est-à-dire on ne va pas faire des efforts, on ne va pas revenir au Moyen-Âge, la technologie va nous sauver et puis ça suffira. Et de l'autre côté, une approche, non mais toute technologie est mauvaise, ça va être que de la sobriété, il faut arrêter de consommer. Ben non, en fait, les deux sont irréalistes et en fait, on aura besoin des deux. C'est-à-dire qu'on a besoin du véhicule électrique, mais si on remplace chaque véhicule thermique par son exact équivalent électrique, ça ne suffit pas. Et en fait, il va y avoir une approche de sobriété à avoir et je détaille un peu ça. C'est exactement la même chose dans le transport aérien. Il va falloir faire des carburants non fossiles, carburants de synthèse et biocarburants. Quand on regarde le coût et le gisement, le potentiel est sans commune mesure avec la consommation actuelle de carburant aérien, sans même parler de croissance du secteur aérien. Donc oui, il faut faire des carburants, des SAF, des Sustainable Aviation Fuels, mais ça ne permet pas de maintenir la croissance du secteur aérien. C'est-à-dire que si l'idée c'est de faire des SAF pour justifier du Paris-Barcelone à 15 €, non, c'est du greenwashing. Si l'idée c'est de réduire le plus possible le trafic aérien et de faire des SAF parce que le long courrier, a priori, on ne va pas le remplacer par du train, là oui, il y a une vraie pertinence, mais ça nécessite d'avoir une vision systémique. L'hydrogène. On a beaucoup parlé d'hydrogène en 2021-2022 quand le pétrole coûtait cher. En fait, c'est marrant parce que dès que le pétrole coûte cher, l'hydrogène revient. Ça c'est depuis le premier choc pétrolier. Et depuis le premier choc pétrolier, d'ailleurs, il ne se passe pas grand-chose, mais à chaque fois, ça revient. Et puis, à chaque fois, on finit par se rendre compte que non, ça ne se développe pas pour des raisons économiques qui découlent de raisons physiques. En fait, l'hydrogène, ce n'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir et puis une technologie émergente. En fait, c'est tout à fait mature. On en utilise d'ailleurs 900 000 tonnes par an en France actuellement, pas demain, aujourd'hui, dans l'industrie. Ces 900 000 tonnes, elles sont produites de différentes manières. Il y a 60% qui sont des coproduits d'autre chose, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de l'hydrogène, on fait autre chose et en produisant cette autre chose, on fait de l'hydrogène. Par exemple, quand vous faites du coke, du charbon métallurgique, vous coproduisez de l'hydrogène. C'est ce qu'on voit la gazéification de charbon, c'est un coproduit. Mais il y a 40% d'hydrogène qui est produit pour lui-même par vaporéformage de méthane. C'est-à-dire que vous prenez du gaz naturel, le méthane, vous cassez les molécules, ça fait du CO2 et de l'hydrogène. Ces 40%, en mettant de côté tous les enjeux industriels, ce qui est une grosse hypothèse, mais en mettant de côté tous les enjeux industriels, on pourrait le remplacer par de l'hydrogène produit par électrolyse. Pour ça, il faudrait en termes d'électricité l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires de 900 MW dédiés à ça, ou de 3000 éoliennes terrestres. Je ne parle pas d'usage futur de l'hydrogène, je parle de 40% des usages actuels de l'hydrogène. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hydrogène va rester durablement limité en volume par la disponibilité de l'électricité bas carbone, parce qu'on n'aura pas dans 3 ans des volumes d'électricité bas carbone complètement surdimensionnés qui permettent de faire tout et n'importe quoi, surtout avec un facteur de charge décent. Et l'hydrogène va rester cher pour des raisons physiques, c'est-à-dire que quand vous faites électricité, vous transformez de l'électricité en hydrogène, puis en électricité, vous avez un rendement d'une trentaine de pourcents, donc vous avez perdu 70% de votre énergie, plus le coût des infrastructures, en fait, tout ça, ça coûte cher. Donc vous le retrouvez sur votre vecteur final. Si vous faites de l'électricité à partir de gaz, évidemment, votre électricité coûte plus cher que le gaz, c'est normal, parce que une centrale à cycle combiné gaz, qui est un peu la Rolls de la centrale à gaz, vous avez un rendement d'un poil plus d'une soixantaine de pourcents, vous perdez 40% de votre énergie sous forme thermique. Donc évidemment, ça coûte plus cher. Ce qui veut dire que l'hydrogène, bon déjà, il va falloir produire de l'hydrogène bas carbone pour décarboner les usages actuels de l'hydrogène. Ensuite, il va falloir en produire, mais il doit être réservé en priorité aux usages où l'hydrogène est absolument indispensable, notamment certains usages industriels. Typiquement, si vous voulez décarboner la sidérurgie, il n'y a pas 36 options. En fait, le coke, le charbon métallurgique, est utilisé en réducteur pour réduire du minerai oxydé en métal non oxydé. Un moyen de remplacer ça, c'est les procédés de réduction directe, notamment par hydrogène. Donc là, vous aurez besoin d'hydrogène. D'ailleurs, on va noircir un peu le trait. Genre, on va noircir.
Si vous décarbonez la sidérurgie, donc vous allez utiliser de l'hydrogène et plus de coke. Si vous n'utilisez plus de coke, vous n'avez plus besoin de produire du coke. Donc vous produisez plus de coke, mais vous coproduisez moins d'hydrogène. Alors très carboné, mais c'était quand même une production d'hydrogène. Donc c'est-à-dire que quand vous allez décarboner la sidérurgie, vous allez avoir besoin de plus d'hydrogène, mais vous allez en même temps en produire moins. Donc ça veut dire qu'il va falloir en produire plus. Voilà. Bref, décarboner les transports. En fait, il va falloir jouer sur plusieurs leviers. Tout d'abord, réduire la demande de transport. Alors, il y a plein de leviers. Hein, ce que je dis, il n'y a pas de solution qui est universelle et applicable partout. Ce qui est valable à Paris n'est évidemment pas valable dans le Berry. Je prends l'exemple du Berry parce que je viens de là, mais donc ça peut être dans certains cas le télétravail, la promotion du tourisme local, des réflexions autour de l'urbanisme aussi pour rapprocher les lieux de vie, de travail et de consommation. Dans des entreprises qui sont présentes partout sur le territoire, essayer d'optimiser les transports des employés. Il y a des employés qui pourraient faire le même travail dans une autre adresse de l'entreprise plus proche. Donc il y a notamment dans la grande distribution des entreprises qui sont vraiment présentes partout. Ça peut être des leviers de réflexion. Développement des mobilités alternatives, pied, vélo, transport en commun. Et même dans des grandes villes, il y a moyen de faire des choses. Les transports en commun sont performants à Paris. Quand on regarde Marseille, globalement, vous avez des lignes de métro et de tram qui desservent le Vieux-Port jusqu'au Vélodrome. Et c'est à peu près tout. Donc même dans Marseille, qui est deuxième ou troisième ville de France, il y a beaucoup à faire. L'optimisation énergétique des transports, donc c'est-à-dire réduire la quantité d'énergie par masse transportée, donc covoiturage, augmentation de la charge des véhicules, mais aussi réduire la masse des véhicules, améliorer leur aérodynamisme, et ça peut passer par de la réglementation. Si les camions en France ressemblent un peu à des parpaings, des rectangles, qui est une forme différente des États-Unis, en fait ça vient de réglementation sur la longueur des camions, etc. Donc via la réglementation, on peut aussi demander des choses. Donc même un camion pétrole, on peut réduire son empreinte carbone. Oups, faut que je me dépêche, mais j'ai presque fini. Et changement de vecteur énergétique, électrification, etc. Juste quelques mots très rapidement. Décarboner, il va falloir qu'on passe du mix de gauche au mix de droite. Le mix de gauche est le mix aujourd'hui en France, donc 60% de fossiles, au mix de droite. Avec 40% d'économie, surtout de l'efficacité, c'est-à-dire il n'y a pas d'effort demandé aux consommateurs, mais on a isolé les bâtiments et on a électrifié la mobilité et on consomme moins. Il y a des hypothèses très fortes derrière en isolation des bâtiments qui seront probablement pas atteintes, ce qui veut dire qu'il va falloir déjà trouver d'autres leviers d'économie et probablement prévoir plus d'énergie. Et dans tous les cas, en 2050, plus d'électricité en valeur absolue et relative, parce que l'électricité, c'est le vecteur énergétique le plus facile à décarboner. Je vais juste dire un mot sur les scénarios futurs énergétiques 2050 de RTE. Donc en 2021, RTE, le GIEC du réseau de transport, a publié plusieurs scénarios de décarbonation. Si on regarde les scénarios avec nucléaire, donc le scénario en bas par exemple avec le plus de nucléaire, on voit qu'il faut quand même des renouvelables. On n'arrivera pas à décarboner uniquement avec du nucléaire et donc il faut vraiment arrêter les guerres nucléaires renouvelables. Les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est surtout qu'on s'est intéressé qu'à la production et pas du tout à la demande, et donc l'électrification n'avance pas. Et encore aujourd'hui, l'électrification est surtout une invocation de la part des pouvoirs publics. Mais moi, j'ai beau être devant mon frigo en l'invoquant pour qu'il se remplisse. Enfin, si je ne vais pas au supermarché, il ne se remplit pas tout seul. Et si on veut électrifier, à un moment, il va falloir prendre des mesures. Quand le gouvernement dit oui, on veut électrifier, mais sans pénaliser le gaz, bah si, à un moment, soit on électrifie, soit on n'électrifie pas, mais si on électrifie, ça va pénaliser le gaz. Donc il va falloir rééquilibrer la fiscalité, il va falloir réformer le TURP. Il y a vraiment des mesures fortes à prendre là-dessus, qui nécessiteront du courage politique. Bref. Juste une question, est-ce qu'on peut avoir l'électrification heureuse ? Ah bah moi je pense que oui, parce que typiquement si on... Pas punitive. Ah bah complètement. Aujourd'hui la plupart des gens payent leur électricité globalement cher avec un tarif fixe toute la journée. C'est-à-dire que pour pouvoir consommer comme des malades à 19h s'ils le souhaitent, ils ont un tarif moyen qui est relativement élevé. Si on réformait le TURP pour qu'il réponde non pas aux enjeux d'il y a 20 ans mais aux enjeux d'aujourd'hui, ce qui nécessiterait que la Creux fasse un peu son boulot, et qu'on réformait aussi, ça c'est plutôt du côté EEX qu'il faudra aller voir, les produits à terme de l'électricité. Aujourd'hui, en fait, quand vous achetez de l'électricité pour 2026, 2027, etc., vous avez deux types de produits. Un produit de base, c'est-à-dire un bandeau
sur 24 heures et un produit de pointe du 8h-20h. Et donc un fournisseur qui se dirait bon, bah, je vais faire un produit intéressant pour mon client pour qu'il puisse faire des économies, où il paiera pas cher l'après-midi, il paiera très cher en début de soirée, pas cher plus tard en soirée, pas cher la nuit et cher en début de matinée. En fait, il ne peut pas parce que, les signaux réseau ne sont pas adaptés, 2, les produits à terme ne sont pas adaptés. Donc en fait, il ne peut pas. Et donc si on réforme ça, ça permettra aux fournisseurs de faire des offres qui seront beaucoup plus intéressantes pour le consommateur, et le consommateur, moyennant un effort minimal, qui sera aussi plus facile à fournir parce qu'il aura beaucoup d'heures creuses, pourra, parce que en fait, le système est détendu tout le temps, sauf le matin en début de soirée, aujourd'hui, pourra faire des économies. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai intérêt instantané, c'est-à-dire il n'y a même pas besoin d'attendre que tout le monde joue. Si on modifie ce système-là, il y a un intérêt instantané pour les consommateurs. Il y a des scénarios aussi donc sans nucléaire, mais là il faut développer très fortement les énergies renouvelables à des rythmes probablement irréalistes, et surtout il faut quelques dizaines de gigawatts. Alors c'est ce qu'on voit en beige dans la colonne de droite, des centrales à gaz qui fonctionneraient, non c'est en violet pardon, des centrales à gaz qui fonctionneraient qu'avec des gaz bas carbone, mais ça d'un point de vue technique et économique c'est assez irréaliste. Donc en fait c'est ce que fait l'Allemagne quand même. Oui, mais en fait, ils vont garder une dépendance au gaz. Oui, ils annoncent voilà. plein de centrales gaz qui ne vont pas beaucoup tourner. Donc, Tout à fait. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'en Allemagne, pendant longtemps, ils ont dit bon bah en fait, quand le gaz devenait inacceptable pour des raisons climatiques et de Russie, ils ont réétiqueté tous leurs investissements gaziers en hydrogen ready. C'est un terminal GNL hydrogen ready. C'est une centrale à gaz hydrogen ready. Puis au moment de lancer les appels d'offres, en fait, ils se sont rendus compte que le dihydrogène et le gaz naturel, c'est pas du tout le même gaz, il n'y a pas le même front flamme, etc. Ce ne sont pas les mêmes équipements. Donc une centrale, soit c'est pour du gaz naturel, soit c'est pour de l'hydrogène, mais c'est quand même difficilement directement compatible. On peut faire des choses à l'hydrogène, mais généralement, ce sont quand même des infrastructures différentes. Et ce que construit l'Allemagne aujourd'hui, c'est méthane. Donc, gros problème de flexibilité, mais ça je l'ai dit. Et donc pour conclure et laisser un peu de temps quand même aux échanges, quand on parle de scénarios, que ce soit les scénarios de RTE, AIE, Négawatt, ADN, etc., c'est jamais un futur possible. Et ça c'est hyper important de l'avoir en tête parce que d'une part tout n'est pas modélisé. On n'a pas des modèles pour tout, par exemple, on n'a pas de retour on n'a pas de modèle par exemple qui permet de modéliser les rétroactions sur l'économie de la transition énergétique. C'est-à-dire que vous pourriez faire un scénario où vous sortez de l'énergie, pas des énergies fossiles, de l'énergie tout court, vous avez toujours une croissance économique, parce que la croissance économique, vous la donnez à votre modèle. Il n'a pas le droit de vous dire, bah non, si tu n'as aucune machine qui tourne, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus d'activité. Ça, c'est par exemple une limite. Et ensuite, toutes les hypothèses sont par nature contestables. On est obligé de faire des hypothèses. Mais quelle est l'acceptabilité de l'éolien? Alors déjà, il n'y a pas qu'une réponse, ça va dépendre comment est-ce qu'on le développe. Quelle est l'acceptabilité de la sobriété, de la flexibilité? Ça dépend. Quelle est la capacité de la filière nucléaire à construire des EPR? Bah ça, il y a des hypothèses qui sont étayées. Le consensus, globalement aujourd'hui, c'est environ 14 EPR. Est-ce que ce sera moins, est-ce que ce sera plus? L'avenir le dira. Quel sera le prix des matériaux, le lithium, etc. en 2035, ou les éléments géopolitiques? On ne sait pas. Donc il faut prendre des hypothèses, et donc un scénario n'a toujours que la robustesse de ces hypothèses. Donc vous pouvez faire un scénario où vous vivez avec vos parents, vos grands-parents dans un 30 mètres carrés, etc. Ça donne accès à un certain nombre de trajectoires, mais si vous considérez que c'est réaliste, dont acte, c'est un programme politique, mais si vous considérez que c'est pas réaliste, votre scénario il aura beau converger, ça sert à rien. Et la différence entre un programme politique, une stratégie énergétique, et donc c'est un boucle avec la PPE d'ailleurs, et un scénario, c'est qu'une stratégie doit toujours anticiper l'échec. Sur les futurs énergétiques 2050 de RTE, il y a déjà une hypothèse dont on est sûr qu'elle ne sera pas atteinte, c'est l'isolation des bâtiments. En 2050, ces scénarios prévoient que tous les bâtiments sont catégorie A ou B en termes d'efficacité énergétique. Globalement, on trouve à peu près autant de bâtiments en catégorie A ou B que de chaudrons au pied des arcs-en-ciel. Donc en 2050, ce ne sera probablement pas le cas. Mais il y a d'autres hypothèses. L'acceptabilité de l'éolien, la capacité industrielle à construire des EPR, ce qu'on fera en termes de flexibilité, parce que pour l'instant, on ne travaille pas du tout sur ces sujets-là au niveau des pouvoirs publics. Et donc, il faut surdimensionner toutes les trajectoires, refaire des points d'étape réguliers pour voir quelle trajectoire, en termes de production, de stockage, etc., sous-performe et surperforme,
Comment est-ce qu'on peut essayer de ramener celles qui sous-performent dans le rang? Et si on n'arrive pas, est-ce que celles qui surperforment pourront compenser? Et donc comme ça évite de se retrouver le bec dans l'eau si certaines déçoivent. Et si on refuse certains outils, l'éolien parce qu'on trouve ça moche, et effectivement l'intermittence est compliquée à gérer, le nucléaire parce que ça fait peur, le biogaz parce que ça sent mauvais, la sobriété parce qu'on va quand même pas revenir au Moyen-Âge, in fine, il ne reste pas grand-chose et on garde une dépendance aux combustibles fossiles et le sevrage de toute façon arrivera et sera difficile. 2 éléments, et ce sera vraiment le mot de la fin, cette fois-ci c'est promis. Le but de cette transition, c'est pas de contraindre la population, d'embêter les gens, même s'il y a des choses qui sont effectivement, qui peuvent être contraignantes. Prendre plus les transports en commun, acheter des petites voitures plutôt que des grosses, des trucs comme ça. Le but, c'est de préserver le cœur des services aujourd'hui rendus par les combustibles fossiles dans un monde où, de toute façon, que ce soit pour le climat ou pour l'approvisionnement en combustibles fossiles, on va devoir s'en passer. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de préserver ça. Et enfin, atteindre la neutralité carbone, c'est au moins autant un défi de société que d'ingénierie. Il y a plein de choses à concevoir, mais si on n'a pas les bons outils pour les mettre en œuvre ensuite, et si on n'a pas l'acceptabilité de la population et le retour de la population là-dessus, on n'y arrivera pas. C'est pas un ingénieur de dire il faut que les voitures elles fassent ci, elles fassent ça, etc. C'est aussi aux gens dans leur vie de trouver les solutions en étant suffisamment sensibilisés à ces problèmes. Moi, personnellement, j'ai aucune légitimité pour dire à un boulanger comment est-ce qu'il doit décarboner son activité. On peut expliquer le problème, on peut discuter avec des boulangers sur comment faire le truc, mais à un moment, il va falloir embarquer l'ensemble de la population pour trouver des solutions à un problème qui est par essence systémique. Et j'ai été vraiment trop long, je suis désolé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super, merci Maxence. Donc, ouvert aux questions. Allez-y. Oui, merci pour votre présentation. Hier, 11 février, on a eu pour la première fois de l'année des prix négatifs. L'année dernière, c'était le 6 avril. Voilà, je voulais avoir votre réaction sur cet événement qui vient du courant. En fait, le prix négatif, c'est pas un problème en soi, c'est le signal. Ce qui est le problème en soi, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des prix négatifs. Et en fait, on s'est intéressé uniquement à la production jusqu'à présent, et en plus, sur un angle qui était, de mon point de vue, très mauvais, c'est-à-dire qu'on a développé les renouvelables en disant ce sera pour remplacer le nucléaire, donc maintenant on a un discours qui est hyper clivé, ce qui n'est pas le cas en Belgique, par exemple. Le gouvernement actuel est très pro-nucléaire, mais ils sont beaucoup plus sereins vis-à-vis des renouvelables. Mais à côté de ça, on n'a pas fait d'efforts sur l'électrification, on n'a pas fait d'efforts sur la flexibilisation. Et de toute façon, ces efforts-là, on va devoir les faire. On ne va pas faire de la pointe avec du nucléaire, c'est pas fait pour ça. Et de toute façon, on va fermer des centrales fossiles qui apportent au niveau européen une part de flexibilité, donc il va falloir faire ces efforts-là. Et en fait, ces prix négatifs qu'on voit de plus en plus, c'est le symptôme d'une stratégie qui jusqu'à présent était déséquilibrée et que je ne vois pas se rééquilibrer à court terme. Le gouvernement va probablement annoncer un plan d'électrification. Je crains vraiment que ce soit quelque chose qui soit annoncé en grande pompe, mais avec rien derrière. Parce que quand on voit qu'il y a un refus politique relativement consensuel de toucher à la fiscalité, le Sénat avait proposé un rééquilibrage extrêmement marginal de l'ordre de 3-4 euros. Aujourd'hui, l'électricité est 2 fois plus taxée que le gaz. L'électricité bas carbone, produite domestiquement, dont on doit réduire la production parce qu'on n'arrive pas tout à écouler tout, avec des emplois locaux, est 2 fois plus taxée que du gaz qui nous coûte une fortune, importé et émetteur de gaz à effet de serre. Il n'y a aucune logique là-dedans. En fait, la logique, elle vient de paramètres historiques, mais qu'on n'a jamais remis en question. Et donc ça, on ne va pas y toucher, on ne peut pas mettre de date d'extinction pour les chaudières à gaz. À un moment, si on ne veut pas changer le système, on ne changera pas le système. Et donc, oui, d'une certaine manière, c'est pas viable. Et je pense que ça sont vraiment les 2 priorités, électrifier et flexibiliser, vraiment les 2 en même temps. Parce que les 2 prendront beaucoup de temps, flexibiliser, changer des habitudes, construire des steps, des trucs comme ça, ça prendra du temps. Non, moi j'ai une question complètement décalée. C'est le directeur financier d'EDF, justement. Attention à la réponse. Hein. Non, je vais devoir vous quitter dans quelques minutes, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard. Merci beaucoup de votre exposé. Est-ce qu'on peut concevoir du nucléaire à long terme sans des réacteurs de 4e génération? C'est une excellente question. Il y a plusieurs éléments de réponse. Peut-être expliquer les générations, par exemple. Ouais.
Alors généralement, bon, même si c'est réducteur et c'est pas tout à fait juste, quatrième génération, on associe ça souvent en réacteur à neutrons rapides. Je vais faire ça pour simplifier. Il y a deux types de réacteurs, les réacteurs à neutrons thermiques, c'est l'essentiel des réacteurs exploités dans le monde, à part 3 si je dis pas de bêtises, et des réacteurs à neutrons rapides. Les réacteurs à neutrons thermiques, on utilise les isotopes impairs, l'uranium 235, le plutonium 239, le plutonium 241. Et les neutrons rapides, en fait, on peut utiliser tous les isotopes du plutonium. Et donc ça permet de multirecycler sans limite le combustible et de régénérer le plutonium à partir d'uranium appauvri. Et donc avec ça, en fait, on pourrait produire, rien qu'avec des matières qu'on a sur étagère en France, déjà plutôt sur parking, plusieurs milliers d'années. Donc d'un point de vue matériaux, matière, c'est très bien. Et ça, donc en termes de souveraineté, c'est intéressant. Par contre, il faut voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé les réacteurs à neutrons rapides par le passé. Alors souvent en France, on a tendance à se dire c'est pour des raisons politiques. Dominique Voynet en 97, premier quinquennat Macron anti-nucléaire, on voulait fermer les 14 réacteurs. Ça a joué, mais il n'y a pas que ça. Sinon, en Russie, il y en aurait plein, en Chine, il y en aurait plein. S'il y a peu de réacteurs à neutrons rapides, c'est parce que, au moins dans un premier temps, il coûte un peu plus cher, même si c'est probablement résorbable, et l'exemple russe le montre, et le cycle du combustible est plus complexe. Et en plus, autant des réacteurs à eau pressurisée, le cycle du combustible est diversifié, donc EDF peut acheter du combustible auprès de Framatome, Westinghouse, de l'uranium auprès de différents pays, des services d'enrichissement et de conversion auprès de différents pays, et donc ça sécurise l'approvisionnement. Les réacteurs à neutrons rapides, si vous faites du MOX, aujourd'hui il y a une usine de MOX, qui d'ailleurs ne fait pas de MOX réacteur à neutrons rapides, mais MELOX 2, a priori, en fera. Mais si vous avez une seule usine de MOX, ici il y a une météorite qui tombe dessus, autant un réacteur à pressurisé, vous le démoxez, vous mettez de l'uranium dessus, bon à court terme c'est pénible, mais ça ne change rien. Un réacteur à neutrons rapides, c'est pas possible. Donc il va falloir construire un cycle, et construire un cycle diversifié, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler avec d'autres pays pour avoir plusieurs usines. Donc il y a quand même un coût à l'entrée qui est à payer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à les développer? Parce qu'en fait, historiquement, on a voulu les développer en concurrence avec le REP, le réacteur à eau pressurisée, qui a un cycle qui est simple et donc qui est moins cher. Et donc quand l'uranium coûte pas cher, fin des années 90, l'uranium, son cours décliné depuis 20 ans. Quand Dominique Voynet a voulu le fermer, EDF s'est pas battu pour maintenir Superphénix, parce que de toute façon, EDF savait que, déjà, les prévisions de construction de réacteurs avaient été revues à la baisse, mais si EDF reconstruisait des réacteurs, ça n'aurait pas été des RNR, ça aurait été des REP, des EPR en l'occurrence. Donc, il n'y avait pas vraiment de traction là-dessus. Début des années 2000, le prix du baril s'envole, le prix de l'uranium s'envole. C'est à cette époque-là qu'Anne Lauvergeon parle de l'EPR comme une machine d'espresso, parce que la valeur n'était pas dans la machine mais dans le combustible. Ça montre un peu l'état d'esprit qu'il y avait à l'époque, parce que l'uranium coûtait cher. Chirac lance Astrid. Décennie 2010, Fukushima, donc mandaté pour le nucléaire, boom du gaz de schiste, beaucoup de gaz. Donc le prix de l'uranium descend. En 2019, j'étais au CEA, je me souviens, quand on a arrêté Astrid. L'argument qui a été mis en avant en premier, c'est l'uranium coûte pas cher, on verra quand il coûtera cher. 2022, l'uranium coûte cher, on relance un truc. Et à chaque fois, ça peut prêter à sourire, mais à chaque fois on dépense des centaines de millions, des milliards pour Superphénix, et in fine on n'a rien. Donc il y a vraiment cette difficulté à passer cette barrière du moment où l'uranium coûte pas cher. Mais là où je pense qu'il y a un vrai truc à jouer, c'est que le système électrique évolue très rapidement. L'EPR est un excellent réacteur qui est très efficace en termes d'utilisation des matières, d'utilisation de l'espace, mais malheureusement qui a été conçu dans les années 80 pour un système qui était très différent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de renouvelable et globalement on avait besoin surtout de la base. De fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de renouvelables et on sait qu'à l'avenir, ce sera de plus en plus difficile de sortir l'électricité l'après-midi. Et même si on met une priorité pour le nucléaire sur le réseau, une priorité arbitraire, de toute façon, il ne sortira pas son électricité à bon prix parce qu'on peut avoir de l'électricité très peu chère avec du solaire. Donc, pour que le nucléaire, et le problème du nucléaire, c'est qu'il a des coûts fixes élevés, des coûts variables faibles. Donc, si on ampute le nucléaire d'un quart de sa production, ça change l'équilibre économique. Et donc, je pense que le marché qui était anticipé de l'EPR initialement n'est pas le marché que l'on connaîtra. Alors, il y a une pertinence pour des EPR, évidemment. Le programme 6 EPR doit à tout prix être lancé, puis je pense même qu'il y a les 8 EPR suivants, parce qu'il y a quand même un besoin de base. Par contre, je ne pense pas qu'on remplacera les 61 gigawatts qu'on a actuellement à peu près de nucléaire par 61 gigawatts d'EPR. Parce que ça veut dire que les derniers feraient de la dentelle et ne pourraient pas se rembourser.
L'avantage des réacteurs à neutrons rapides, c'est que vu que vous produisez une chaleur à plus haute température, vous pouvez la coupler à du stockage thermique. Et donc ça vous permet d'avoir un réacteur qui produit en base. Et par contre, vous sortez votre électricité quand vous en avez besoin. Et typiquement, vous évitez les heures de l'après-midi quand l'électricité coûte vraiment pas cher. C'est ce sur quoi on travaille chez Exanac, Voilà. c'est ce que je précise au début, mais on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. En fait, il y a TerraPower, notamment aussi aux États-Unis, qui travaille là-dessus. C'est quelque chose qu'un certain nombre d'entreprises commencent à regarder de plus en plus. Donc le concept, c'est d'avoir du nucléaire qui produit de la chaleur à haute température. Alors ça pourrait être autre chose que des RNR, mais autant fermer le cycle en parallèle, parce que le RNR permet de produire cette chaleur à plus haute température que le réacteur repressurisé. Vu que la chaleur à plus haute température, c'est plus facile de la stocker. La chaleur à basse moyenne température, on va dire, du réacteur repressurisé, il faudrait des volumes de stockage colossaux qui ne sont pas réalistes. Mais là, vous pouvez stocker jusqu'à plusieurs heures de production et ça vous permet de sortir votre électricité quand vous en avez besoin. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir effacer la production électrique dans les heures les plus ensoleillées pour produire le reste du temps. Et en fait, si on se projette non pas dans le système électrique actuel, mais dans le système électrique de demain, en fait, quand on va devoir remplacer... Aujourd'hui, le système est tout le temps détendu, donc on pourra avoir tendance à se dire il faudrait sortir l'électricité juste le matin en début de soirée. Mais en fait, non, parce que quand on va développer ces réacteurs-là, le système sera encore différent. Il y aura moins de réacteurs à eau pressurisée, parce qu'à un moment, les réacteurs actuels, même si on les exploite 80 ans, il va falloir à un moment les remplacer. Donc il y aura moins de base, a priori. Donc, dans 30-40 ans, la nuit sera quand même plus tendue, a priori, qu'aujourd'hui. Donc, en fait, à long terme, ce qui sera intéressant, c'est surtout d'éviter l'après-midi et d'être capable de sortir l'électricité tout le reste du temps. Donc ça, ce sont des choses, par exemple, qui peuvent permettre de trouver un modèle économique pour les réacteurs à neutrons rapides, je pense. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Vous parlez fort, comme on enregistre. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais revenir sur un point mais qui est un peu en fil conducteur de tout ce que vous avez dit, c'est le défi de société, au final, qui est face à nous. Vous mentionniez la notion de sevrage versus la notion de pénurie et comment on s'organise. Vous avez mentionné le fait qu'aux États-Unis et en Chine, il y a des visions stratégiques, moyen terme, voire de long terme pour la Chine, qui permettent à une société et à son économie de pivoter, mais en accompagnant et en ayant une vision vraiment long terme. Comment vous voyez ça pour nous? Est-ce que, alors je vais prononcer des gros mots, mais est-ce que la PPE, c'est quelque chose qui peut avoir en partie cette vocation-là? Est-ce que c'est au niveau français? Est-ce que c'est au niveau européen? Malgré les différences de vision qu'il peut y avoir dans ce plateau européen, comment vous voyez les choses en termes de trajectoire et d'accompagner une vision un peu plus long terme? C'est une vaste question, mais je pense que les solutions les plus efficaces devraient venir du niveau européen. Le problème du niveau européen, c'est que ce n'est pas une fédération. La Chine, c'est un État, les États-Unis, c'est aussi un État, et donc ils ont différents leviers. L'Union européenne, ce n'est pas un État, c'est un marché. Et l'objectif premier de l'Union européenne, c'est que le consommateur ait accès à des biens au moindre coût possible. Peu importe comment le bien est produit, où il est produit, c'est que le bien soit le moins cher possible. Et donc ça ouvre la porte à du dumping qui vient d'ailleurs. Et c'est très difficile dans ce schéma-là d'avoir une politique industrielle, parce que la politique industrielle, ça veut dire peut-être que ça va coûter plus cher, mais parce que on veut avoir de la production. Et d'ailleurs, la vision où on s'intéresse qu'au consommateur est limitée, parce que le consommateur, c'est aussi un travailleur. Et donc, s'il n'a plus de travail, mais qu'il a accès à des biens pas chers, il ne pourra quand même pas se les acheter. Donc, il faut avoir une vision équilibrée. On a peut-être une vision trop déséquilibrée dans l'autre sens côté Chine, où c'est vraiment que la production. Mais en Europe, il faudrait réussir à commencer à construire ça. Alors, il y a de plus en plus d'appétence pour ce genre de sujet au niveau européen. Après, le problème, c'est qu'au niveau européen, alors déjà, il y a certains États qui sont très sensibles, on va dire, à la Chine, à la Russie, etc. Et donc qui relaient les discours et les positions de ces États-là. Donc c'est difficile de prendre des positions tous ensemble.
Et après, il y a des États aussi qui ne vivent pas de l'industrie, mais du commerce principalement, et donc qui n'ont pas forcément un intérêt direct à l'industrie, parce que c'est pas trop dans leur économie, et qui ont plus intérêt à ce qu'il y ait le plus de flux, de flux possible. Donc il faut réussir à faire en sorte que cette industrialisation soit bénéfique pour toute l'Europe, et pas uniquement les pays industriels, sinon on n'arrivera pas à les embarquer. Le dénominateur commun, ce sont les enjeux climatiques. C'est ça, mais le problème c'est que... c'est ce que vous dites. À partir ils sont en perte de vitesse aujourd'hui. Voilà, exactement. Moi j'ai une question. Vous semblez à la fois, par ce que vous avez fait au CEA, ce que vous faites au travers de l'Institut Montaigne, etc., vous semblez savoir et avoir identifié nombre de scénarios avec, j'imagine, d'autres ingénieurs comme vous. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une approche beaucoup plus incisive au niveau politique? Vous avez dit qu'il y a un problème de courage. Est-ce que c'est un problème d'ignorance, de savoir? Et qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et la présidentielle pour pouvoir faire bouger les choses, à commencer par les acteurs qui sont dans la pièce ici et qui chacun et chacune ont peut-être un bout de push pour pouvoir faire changer certains curseurs, parce que ce qui est là partagé est quand même très inquiétant, et on a le sentiment qu'aujourd'hui on est tiré vers le bas par une léthargie, une ignorance et un manque de courage additionné, et que ça bouge pas, quoi. C'est une excellente question. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui expliquent l'absence d'action. Il y a un problème de courage politique, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile de jouer sur la production que sur la demande, parce que le politique a toujours très très peur de demander quoi que ce soit au consommateur, que aussi un électeur. Donc, quand on parle de construire un peu plus, un peu moins d'éoliennes, de réacteurs nucléaires, bon, ça concerne les gens qui sont à côté. Bon, tout le monde peut faire des débats, s'écharper un peu là-dessus si ça nous intéresse, mais ça ne change pas la vie des gens. Par contre, si on commence à leur dire, bah écoutez, le chauffage, on va faire des trucs, vous allez peut-être plus pouvoir acheter une chaudière à gaz, on va changer, les véhicules seront des véhicules plus petits, électriques, etc. Tout de suite, il y a un capital politique à investir que le politique n'a pas forcément envie d'investir là-dessus. Il y a une complexité dans les sujets de l'énergie qui pousse aussi le politique à l'utiliser plus comme un outil de clivage que comme un outil pensé pour servir réfléchi dans les intérêts de la nation, c'est-à-dire que je choisis le camp bleu, les autres sont dans le camp rouge, et comme ça, ça démarque bien, et nos sympathisants savent dans quel camp ils sont, pro-nucléaire, anti-renouvelable, pro-ceci, voilà. Et je pense qu'au niveau des entreprises, quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est de penser au-delà des intérêts de court terme. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut transitionner toute seule, elle ne peut pas. Parce que si elle développe son activité en décalage avec la demande, c'est bouffé par les autres. Donc c'est là que le lobbying peut être intelligent, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de demander aux politiques de préserver le plus longtemps possible les intérêts de court terme, même si ça doit sacrifier le secteur à long terme, il faut essayer de se projeter un peu dans l'avenir, se dire, bon, est-ce que cette activité-là est pérenne, quand je regarde aussi la concurrence, etc. Et ensuite, demander au pouvoir public de modifier les règles pour tout le monde, pour pouvoir se réorganiser, et idéalement avant les autres acteurs internationaux. Alors maintenant, ça commence à être dur, parce que la Chine sont quand même pas mal en avance sur un certain nombre de trucs, mais c'est vraiment là qu'on peut avoir un impact. En fait, la société, c'est vraiment un système à trois corps qui se tiennent les uns les autres. Vous avez la population, le politique et les entreprises, et chacun a des leviers sur l'autre. Et chacun regarde ce que fait les autres et est paralysé par les autres. Le consommateur a des leviers sur l'entreprise, par exemple le Flyscam en Suède a la honte de prendre l'avion et de fermer un aéroport. Donc le consommateur, s'il ne veut pas consommer quelque chose, l'entreprise est obligée de changer. Mais l'entreprise a un pouvoir sur le consommateur via la publicité, ce qu'elle propose, etc. Donc c'est bijectif. Le consommateur a évidemment un pouvoir sur le politique. C'est d'ailleurs le principal lobby pour le politique. C'est-à-dire que si le politique, et ça j'ai fait suffisamment d'affaires publiques européennes pour le savoir, des politiques qui sont convaincus, qui comprennent quelque chose, s'ils pensent que leur électorat n'est pas convaincu, ça ne les dérange absolument pas de dire l'inverse. Et donc, si on veut qu'un politique bouge, il ne suffit pas de lui expliquer. Encore faut-il que l'électorat comprenne et qu'il pense, qu'il soit convaincu que l'électorat comprend et que l'électorat attend autre chose de lui. Ce qui veut dire que pour le climat, il ne suffit pas que
le public soit globalement conscient du problème climatique et que le politique aussi, et que le politique connaisse les mesures. Encore faut-il que la population, en plus d'être sensibilisée au climat, attende des actions qui vont dans le bon sens. Sauf que la population, aujourd'hui, de plus en plus, elle est nombreuse à identifier que c'est trop tard. Trop tard, ça fait la 4e fois qu'elle est inondée et qu'elle perd son outil de travail, sa maison. Trop tard, parce que si, parce que ça. C'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'on a quand même des marqueurs répétés au niveau de la population et dans tous les niveaux de la société, avec des gens qui, enfin moi, dans ma famille, j'en ai, qui disent avec les mots qu'ils ont, mais on comprend telle chose et telle chose, et ils questionnent le pourquoi est-ce que le politique aujourd'hui ne bouge pas, alors que nous, on a compris que c'était déjà trop tard. Et comme vous êtes à l'Institut Montaigne, comment est-ce que, là encore, entre maintenant et les élections présidentielles, il y a des choses qui sont clairement matérialisées pour donner aussi aux politiques la capacité d'agir, parce que, là encore, on est le trop tard, c'est trop tard. Comme tous les think tanks, on propose des idées avant la présidentielle, même en dehors de ça. Par exemple, avec un autre auteur, donc Pierre Jérémy, on a commencé une étude en 3 temps sur les priorités énergétiques européennes. Donc, premier volet était sur la gouvernance énergie-climat, le deuxième volet sur l'accélération et le financement des infrastructures pour la décarbonation. Donc, production d'énergie bas carbone, transport, distribution, stockage. Le troisième sera sur les aspects de marché. Donc, on fait ça, mais souvent ça reste très lourd. En fait, je vais le dire de façon un peu crue, mais l'énergie, le problème en France, tout le monde s'en fout, mais complètement. Et c'est ça le problème. Quand on regarde là, c'est un sous-sujet du ministère, alors j'espère ne pas oublier, de l'économie, des finances, de la transition énergétique, industrielle et numérique. Donc vous avez ce portefeuille gigantesque. Un cabinet ministériel, c'est jamais 50 personnes, donc je ne sais pas combien ils sont, il doit être une quinzaine. C'est-à-dire que vous devez avoir une, peut-être 2 personnes qui couvrent tout ça, pour les aspects français, européens, nucléaire, fossiles, renouvelables, sobriété, etc. Et donc c'est difficile, en fait, et le ministre, on a un temps de ministre qui est relativement faible. Et ensuite, l'énergie passe un coup à Roclore, un coup à Bercy. Quand c'est à Bercy, souvent ça dépend... c'est un peu soumis quand même aussi à la direction du budget. Donc je pense qu'il faudrait que ce soit un ministère délégué qui dépende du Premier ministre avec un cabinet dédié à ça. Mais en fait, il y a peu d'appétence pour ces sujets-là. En fait, on constate plus d'appétence pour les sujets énergétiques dans les pays qui historiquement sont producteurs d'énergie parce que plus sensibilisés à ça. Les États-Unis, il y a un Department of Energy, quelle que soit la coloration du gouvernement. Le Department of Energy ne fait pas que de l'énergie, ils font aussi d'autres trucs, mais le Royaume-Uni, par exemple, la Norvège avec... vu la manne pétrolière, ils ont compris que l'énergie c'était important. Nous, on a tendance, et ça se voit beaucoup dans l'ancienne PPE par exemple, la sécurité d'approvisionnement était vue uniquement sous l'angle des infrastructures, c'est-à-dire est-ce qu'on a suffisamment de ports pétroliers, de ports gaziers, de raffineries, de stations-service réparties. À aucun moment ne se pose la question de l'adéquation offre-demande et des risques sur le marché au niveau mondial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'infrastructure, le pétrole arrivera, le gaz arrivera, a priori à un prix auquel on pourra le payer. Il n'y a pas de réflexion sur la sécurité d'approvisionnement. Or, la sécurité d'approvisionnement, ce sont à la fois des volumes et des prix. On l'a vu avec le Pakistan, ce que je disais tout à l'heure. Le Pakistan, s'ils avaient été capables de payer, ils auraient eu le gaz. Mais ils n'ont pas été capables de payer. Et demain, peut-être que nous, on sera le Pakistan. Et en fait, on est relativement anesthésié vis-à-vis de ça. Justement, les questions par rapport à ça, parce que vous avez dit que, Oui. 60% de chauffage, c'est du gaz en France. D'après ce que j'ai compris, ça m'a vraiment surpris. J'ai pas dit 60%. C'est 40 et 20. C'est 60 qui est fossile. Oui, voilà. 40 et 20. Voilà. D'accord, c'est 40 pour le 40. gaz. Alors, j'ai plus les chiffres en tête pour le gaz. Pétrole et 20 gaz, vous avez dit, non? Oui, pour la consommation d'énergie finale, mais, mais pour le chauffage, la répartition, je l'ai plus en tête exactement. Oui, mais ils ont majoritairement quand même du gaz dans le mix énergétique français. Et alors je me pose la question, parce qu'aujourd'hui le gaz coûte très très cher, est-ce qu'on pourra se passer du gaz russe, sachant qu'ils cherchent à vendre?
On sait Déjà, globalement passer du gaz russe. Alors on importe toujours un peu de GNL, mais on s'en est en bonne partie passé. On importe beaucoup plus de GNL américain par contre. Oui, justement, ouais. ça c'est véritablement le. Mais après on s'en est passé. Très cher, ce qui fait que comment. Aujourd'hui le marché est bien alimenté. Aujourd'hui le marché est bien alimenté, donc d'ailleurs je pense que ça va être une vraie difficulté dans les années à venir parce que là le gaz ne coûte pas cher, il y a eu des investissements colossaux consentis en 2021-2022, donc le gaz devrait coûter très peu cher a priori au moins jusqu'en fin de décennie. Ça veut dire aussi que l'électricité va coûter peu cher et donc à un moment on doit investir massivement, là il va falloir que l'État stratège soit là. Mais ce qui fait qu'il faut accélérer finalement plus. Oui, c'est là qu'il faudra investir massivement, ouais. Mais on n'investira pas en vendant de l'électricité très chère. Donc c'est là où il va falloir que l'État s'assure du financement des infrastructures. Il est 19h. Madame avait une question depuis tout à l'heure. Ah, 2 questions. Alors. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, j'ai 3 questions en fait. Ah, d'accord. La première, c'est dans les scénarios. Donc, la première, c'est sur l'énergie décentralisée. On est plutôt là sur des scénarios d'énergie centralisée qui sont historiquement propres aux acteurs centraux avec des infrastructures larges. On est dans un monde, donc effectivement, où on n'avait pas de sujet, voilà. On est dans un monde quand même de plus en plus incertain par rapport à des sujets de résilience. Est-ce qu'on envisage de plus en plus des scénarios de croissance décentralisée? On sait qu'il y a eu des innovations en termes de loi sur la possibilité d'être producteur, de revendre de manière plus locale. Ça peut créer des groupes plus résilients. Est-ce que c'est des sujets qui sont identifiés, discutés? Le deuxième, c'est sur l'eau. On voit qu'il y a un potentiel, donc on a utilisé un potentiel d'hydroénergie assez important dans notre pays. On va devoir créer probablement des espaces de stockage pour assurer sur la sécheresse. Est-ce que c'est des sujets aussi qu'on explore pour le lien notamment dans certains pays, par exemple en Israël, ils ont créé des lacs artificiels pour pouvoir stocker l'énergie entre des bassins hauts et des bassins bas. Est-ce que c'est des choses qu'on peut exploiter davantage dans notre pays? Et le troisième, c'est le lien avec l'agriculture. Vous avez donné l'exemple, effectivement, on peut réaménager nos transports, on va avoir du mal à changer notre alimentation. Alors, j'ai moins bien d'autres, mais clairement, le prix de l'énergie, le prix des intrants impacte directement notre agriculture et du coup, ce que les gens peuvent mettre dans leur assiette. Et on sait très bien qu'un peuple qui a faim est un peuple qui se révolte. Donc voilà, c'est 3 points d'avoir votre. C'est pour ça que l'un des usages actuels de l'hydrogène, c'est de faire des engrais. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à soutenir des productions d'hydrogène bas carbone, quitte à les aider pour faire des engrais. La difficulté, c'est que souvent les procédés sont imbriqués entre vaporeformage et production d'engrais, donc c'est pas trivial, mais par contre c'est un truc à faire. Sur la production locale d'énergie, j'avoue que c'est un truc dont on parle beaucoup, j'ai du mal à voir l'intérêt personnellement. À part dans le cadre de zones industrielles, c'est-à-dire que dans le cadre de zones industrielles, déjà pour la chaleur ça se transporte mal, donc ça doit nécessairement être local. Éventuellement, s'il y a des besoins colossaux d'électricité, en produire à proximité pour éviter de devoir trop renforcer le réseau, pourquoi pas. Mais dans le reste des cas, l'électricité, ça se transporte bien. Il y a un intérêt vraiment à la produire de façon efficace et centralisée. Il y a des choses qui sont décentralisées, le solaire, pourquoi pas. Il y a des choses qui sont centralisées, même l'éolien en mer. L'éolien en mer, c'est centralisé, loin de consommation en plus. Et pourtant, c'est bien. Je pense que je vois pas pour moi, le fait que ce soit centralisé ou pas, c'est pas un argument ni pro ni en défaveur. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, qui a des contraintes dans certains cas. Par exemple, l'éolien en mer, il faut le connecter, mais c'est pas forcément quelque chose un levier. D'ailleurs, si on a des systèmes qui sont très décentralisés, ça veut dire aussi probablement que pour l'équilibre, il va falloir avoir des systèmes plus complexes, donc aussi peut-être plus fragiles. C'est un sujet qui est assez complexe, mais il n'y a pas de réponse simple là-dessus. La deuxième, sur l'eau, c'est tout l'intérêt là, alors je ne sais pas trop où il en est, mais le projet de loi sur les concessions hydrauliques. Donc là, il y a une solution qui a été proposée pour lever le blocage qu'il y avait sur les concessions, c'est-à-dire que tant qu'il fallait remettre en concurrence les concessions si les exploitants
Donc EDF, CNR, HM voulaient faire des travaux, il n'y avait pas de travaux. Et effectivement, il y a un potentiel sur la conversion de barrages gravitaires en station de transfert d'énergie par pompage. Donc il va falloir voir si cette mesure-là suffit pour juridiquement permettre ces travaux. Ensuite, ça va reboucler aussi avec des enjeux de valorisation de la flexibilité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de valorisation de la flexibilité, c'est difficile de justifier ces investissements. Et après, il y aura la question de l'acceptabilité sur tout ce qui touche à l'eau, ça c'est aussi un vrai sujet, mais il y a un potentiel et il va falloir l'exploiter, il y a un intérêt. Oui, mais c'était juste une question sur les énergies renouvelables. Effectivement, depuis quelques années, il y a eu des affections populistes pour les énergies renouvelables. Il y a l'empreinte au sol, il y a la nuisance dans les paysages, il y a l'idée qui s'installe qu'elles sont plus chères. Comment vous abordez ce sujet en tant que think tank? Comment vous pensez qu'on peut aussi contrer ces arguments? C'est difficile. Faut pas mettre tout dans le même panier. Je pense qu'il y a des arguments qui sont légitimes, notamment les arguments locaux, c'est-à-dire que, comme dans toute industrie, tout n'a pas forcément toujours été bien fait. Des fois, il y a des champs éoliens qui peuvent être à des endroits qui gênent la population. Donc ça, il faut être capable de l'entendre aussi. Il faut construire les projets avec la population. Je pense qu'il faut aussi intéresser la population au projet. Là où il y a des centrales nucléaires, il y a des retombées locales et les gens en profitent et ils sont contents. Et donc il faut réussir à répliquer ce genre de schéma. Là, on fait des renouvelables. Il faut différencier, je pense, des oppositions qui peuvent être légitimes, car notamment les populations locales, qu'il faut savoir écouter, des instrumentalisations politiques qu'il peut y avoir, parce que c'est porteur auprès de mon électorat d'être contre ceci, contre cela. Et enfin, sur les débats politiques autour des énergies renouvelables, alors oui, il va falloir c'est même pas probablement, il faut ralentir le rythme de déploiement des renouvelables aujourd'hui, parce qu'il y a trop d'électricité, ça sert à rien d'avoir un système qui soit complètement déséquilibré, ça va coûter une fortune. Je pense qu'il ne faut pas arrêter, par contre, parce que les stop and go, c'est délétère pour l'industrie, on l'a vu avec le nucléaire. Par contre, ce que je regarde beaucoup, c'est tout le débat porte là-dessus, il faudrait arrêter les renouvelables, il faudrait arrêter les renouvelables. En fait, non, le débat devrait porter sur, il faut accélérer l'électrification, ça c'est vraiment la priorité 1, et au même rang, flexibiliser le système, 2 priorités au même niveau. Et vu que ça prendra du temps, en même temps, on va ralentir le déploiement et on ajuste progressivement pour s'assurer d'être en surcapacité, exportateur, mais pas trop. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le seul truc qui émerge, c'est on réduit les renouvelables, et puis on parle de l'électrification, mais on ne fait pas, et on ne parle pas de la flexibilisation. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas avancer. Le mot de la fin, c'est la parfaite réponse. Dommage, j'aurais pu faire un truc plus optimiste. Mais bon. Un grand merci. Merci beaucoup à vous.